Mesdames et Messieurs, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne année 2019. Ces vœux, je les adresse d'abord à chacune et à chacun sur le plan personnel. Je vous souhaite une bonne santé, une belle harmonie dans votre environnement familial, une belle réussite professionnelle. Je voudrais avoir un mot particulier pour les journalistes, qui sont nombreux, bien sûr, dans cette conférence de presse. Vous faites, mesdames et messieurs, un métier qui a été toujours difficile, mais qui l'est particulièrement par les temps qui courent, puisque vous êtes victime souvent d'agressions verbales ou physiques qui sont évidemment intolérables. La liberté de la presse est un des piliers, j'y reviendrai, de notre démocratie, et elle doit être défendue avec la plus extrême vigueur. Je voudrais adresser aussi mes vœux à toutes les Bordelaises et à tous les Bordelais, à ceux de la ville de Bordeaux, à ceux des communes qui constituent avec elles notre métropole. Je salue les élus ici présents de Bordeaux ou des communes des Bordelais. Et je voudrais à ce stade lancer un double appel. D'abord un appel à l'esprit bordelais, que je résume parfois d'un mot, modération. Le moins qu'on puisse dire, c'est que cet esprit de modération a été malmené depuis plusieurs semaines. Il y a dans notre pays des situations de souffrance que nous ne devons pas sous-estimer, des revendications qui doivent pouvoir s'exprimer librement. La liberté de manifester est une liberté fondamentale. Mais il y a aussi depuis plusieurs semaines dans nos rues des voleurs, des pillards, des casseurs, des vandales qui, eux, n'ont pas leur place dans la cité. Et je souhaite que la plus grande fermeté, là aussi, soit exercée pour mettre un terme à ces violences. Je voudrais à ce propos apporter mon soutien aux forces de l'ordre, qui elles aussi ont une mission extrêmement difficile et qui l'accomplissent avec un sens de la proportionnalité qui mérite d'être salué. J'entends parfois certains manifestants parmi les plus excités se plaindre de recevoir des gaz lacrymogènes. Ce que j'ai observé à Bordeaux, c'est que les gaz lacrymogènes répondent à des jets de pavés. Donc si on ne veut pas de gaz lacrymogène, on n'a qu'à pas lancer de pavés. Je voudrais aussi remercier nos services parce que tous les samedis, et plus souvent que les samedis, à la fin des manifestations, ils sont sur le terrain pour remettre la ville à l'état. Tout cela nous coûtera cher, bien entendu. Les dégradations causées au mobilier urbain sont en particulier très coûteuses. Et puis, je voudrais exprimer mon attention, je dirais même ma sollicitude vis-à-vis des commerçants. Nous sommes à leur contact. Ils ont vécu un mois de décembre, un début de mois de janvier extrêmement difficile. Ce sont des mois très importants pour eux. Ils y réalisent souvent une partie très significative de leur chiffre d'affaires et ils ont été évidemment empêchés par ce qui s'est passé. Nous avons pris quelques mesures pour les aider, stationnement sur la place des Quinconces ou exonération des droits de terrasse. Cela ne suffit pas. Plusieurs ministres sont annoncés à Bordeaux dans la semaine et je ne manquerai pas de leur demander de prendre des mesures pour faciliter en particulier la trésorerie des commerçants qui sont les plus éprouvés. Nous ne pourrons sortir de cette crise qui est grave, qui est profonde, que par le dialogue, le respect mutuel, la considération mutuelle. Et mon équipe et moi-même avons bien l'intention de participer à ce dialogue, de l'organiser, de le faciliter en tout cas. J'ai déjà reçu une délégation de Gilets jaunes au mois de décembre, je vous le rappelle. J'avais mis à leur disposition une vaste salle de la ville, le Regard 14, pour qu'ils puissent organiser certaines de leurs rencontres. Nous avons décidé avec mon équipe municipale hier d'installer dès cette semaine dans les 8 mairies de quartier ce que j'appellerais des cahiers de doléances et d'espérance. J'ai tenu à ajouter le mot d'espérance, car il est bon dans ces cahiers d'exprimer des revendications, des insatisfactions, des frustrations, des critiques. J'espère qu'on y verra aussi des propositions et une manifestation de confiance dans l'avenir. Et puis, dans le cadre de la concertation officielle, lorsqu'elle sera définie, ce qui n'est pas encore tout à fait le cas, nous organiserons bien sûr les rencontres nécessaires, tout en ayant bien conscience que ce n'est pas l'autorité municipale qui est en première ligne
dans les revendications qui sont pour l'instant avancées. Le deuxième appel que je voudrais lancer est un appel à la solidarité entre les territoires. Je vois se répéter des affirmations selon lesquelles il y aurait d'un côté une métropole riche et de l'autre côté des territoires avoisinants, pauvres et asphyxiés par le rayonnement de la métropole. Ces propos sont à la fois erronés et dangereux. Dangereux parce qu'ils dressent les uns contre les autres à un moment où il faut au contraire se rassembler et se comprendre, et ensuite parfaitement erronés. Le département de la Gironde n'est pas un département pauvre. Si l'on prend comme critère le revenu moyen par habitant, il ne s'agit pas là des finances du département lui-même, il s'agit de la population du département, j'en ai conscience. Ce département se classe au 25e rang sur les 100 Français. C'est pas si mal. Et Bordeaux n'est pas exclusivement peuplé de ménages aisés. Le taux de pauvreté dans notre ville est de 17%, c'est-à-dire un peu supérieur à la moyenne nationale. Il y a aussi de la pauvreté dans Bordeaux. Et ceci nous oblige à une politique sociale qui est ambitieuse et qui constitue le deuxième poste budgétaire de l'action de la ville, avec évidemment le relais de son CCAS. Il n'est pas vrai non plus que la métropole vide de sa population le territoire avoisinant. Le département de la Gironde a connu depuis 2011 une croissance démographique annuelle de 1,4%. Bordeaux, 1,5%. Quasi égalité. Et la croissance démographique hors métropole a même été, dans les années récentes, plus rapide que dans la métropole. L'attractivité économique de la métropole profite aussi à l'ensemble du territoire. Et il n'est pas vrai, enfin, que la métropole serait refermée sur elle-même. Nous avons développé depuis plusieurs mois, plusieurs années, une politique systématique de coopération et de partenariat avec les territoires voisins. Nous en avons fait le point d'ailleurs à la fin de l'année dernière, de manière très positive, par exemple avec Libourne et sa communauté d'agglomération, la Cali, avec Marmande et sa communauté d'agglomération, Val-de-Garonne, avec Angoulême et la communauté qui s'est jointe aussi à la ville, bientôt avec la ville de Saintes, demain avec le Bazadais qui s'est porté candidat, ou avec La Rochelle. Pour sortir de ce qui pourrait ressembler à un dialogue de sourds, je propose donc au président du conseil départemental et au président du conseil régional que nous nous rencontrions et que nous puissions préparer ensemble des assises du territoire afin de travailler à de nouveaux partenariats qui permettraient de relier mieux encore la métropole et son voisinage. J'en viens maintenant, aussi brièvement que possible, à notre programme de travail pour 2019. Il sera particulièrement dense. J'ai eu l'occasion, dans la période récente, de m'exprimer par des conférences de presse spécifiques sur plusieurs sujets, donc je ne serai pas ici exhaustif pour ne pas lasser votre attention. Je soulignerai simplement quelques points marquants. Pour l'emploi, tout d'abord, je voudrais signaler l'ouverture de la cité numérique dans les prochains mois sur le territoire de Bordeaux-Atlantique, qui va renforcer considérablement la richesse de notre écosystème numérique, de ce French Tech qui est particulièrement actif à Bordeaux. Je voudrais également signaler le lancement d'un appel à manifestation d'intérêt pour la reconfiguration complète du marché d'intérêt national, notre mine, dont nous souhaitons faire un pôle d'excellence alimentaire. Il y a encore beaucoup d'autres choses à dire, notamment sur le schéma métropolitain d'accueil des entreprises ou sur le plan d'accueil des activités logistiques. En ce qui concerne le logement, qui est, je le sais, une des préoccupations essentielles des Bordelaises et des Bordelais, une petite parenthèse à ce sujet, toutes les personnes candidates à résider dans Bordeaux ne pourront pas résider dans Bordeaux. Quand on voit la croissance démographique du territoire, il est évident que tout le monde ne pourra pas habiter en ville. Il faut donc avoir une approche là aussi départementale et girondine de cette question du logement. S'agissant de la métropole, je voudrais rappeler que 60% des constructions de logements à Bordeaux se concentrent sur les grandes opérations d'aménagement. Dans la métropole, c'est 40%. Le reste dans le secteur diffus. Il est donc fondamental, si nous voulons continuer à développer l'offre de logement et de logement pour tous, j'y reviendrai, que nous poursuivions ces grandes opérations d'aménagement qui sont les lieux de production prioritaire de logements. À Bordeaux, c'est donc l'achèvement de Ginko,
Je ne reviens pas sur la séance de restitution des enquêtes de Ginko que nous avons faites avec Pierre de Gaëtan Ginka, mais qui a fait apparaître deux choses, contrairement à ce que j'entends dire souvent. La première, c'est que 70% des habitants de Ginko sont heureux d'y habiter et n'ont pas envie d'en partir. Et, résultat moins positif, bien sûr, que 68% ont eu des malfaçons dans leurs appartements. C'est la raison pour laquelle nous avons élaboré notre charte du bien construire. L'opération des bassins à flot, nous étions hier dans le musée de la mer et de la marine pour les vœux à ce quartier, est aussi très avancée et apparaît d'ores et déjà comme une belle réussite. Nous avons ensuite le démarrage de Brazza et de Garonne-Eiffel sur la rive droite. Le préfet nous a adressé au mois de décembre dernier à porter à connaissance sur le risque inondation qui va nous permettre de libérer les permis de construire, en tout cas une grande partie d'entre eux, et donc de passer en phase opérationnelle sur le site de Garonne-Eiffel. Je n'oublie pas la poursuite de Bastide-Niel, ni les opérations 50 000 logements, par exemple celle de Mérignac-Soleil. Dans toutes ces opérations, et je parlais de logements pour tous, je rappelle les objectifs qui sont fixés et qui sont atteints, 35% de logements locatifs sociaux, c'est-à-dire à loyer réglementé, et 20% d'accession sociale à la propriété. Nous essayons d'innover dans ce domaine. Nous avons en particulier approuvé récemment la création d'un organisme de foncier solidaire. Le mécanisme est le suivant. Cet organisme achète du foncier, c'est ça qui coûte cher le plus souvent, mais il porte le prix de ce foncier et il fait payer à l'accédant à la propriété uniquement le coût de la construction. C'est donc une façon d'abaisser considérablement l'accession à la propriété. Ça ne va pas porter au démarrage sur des milliers de logements, mais c'est encore une innovation extrêmement intéressante. J'ai parlé des grandes opérations d'aménagement sur les grands secteurs nouveaux, mais je ne voudrais pas oublier les rénovations urbaines, Bordeaux-Recentre, qui avance. Je présenterai bientôt le nouveau plan, j'ai oublié son nouveau nom, je l'appelle toujours de sauvegarde du secteur sauvegardé, il s'appelle différemment aujourd'hui. Et puis les politiques de la ville, et l'action de l'Agence nationale de rénovation urbaine sur Senon, Floirac, Bordeaux. Nous allons prochainement, après bien des études et bien des discussions, signer une convention avec l'ANRU qui va nous permettre de commencer la réhabilitation de ces quartiers. Nous avons fait accepter, et ça s'est passé dans d'excellentes conditions, un plan de rénovation des aubiers aussi, et le Grand Parc est également en pleine rénovation. S'agissant du logement, si je puis dire, je voudrais aussi rappeler que nous avons décidé de créer dans les services de la métropole une mission dédiée aux squats, de façon à pouvoir anticiper l'évacuation de ces squats en proposant à ceux qui y résident, entre guillemets, des solutions alternatives avant que n'intervienne la force publique. Autre grand domaine d'action municipale et métropolitaine, autre souci majeur dans la vie quotidienne de nos concitoyens, la mobilité. Et l'année 2019 sera évidemment particulièrement riche en nouveaux développements. Tout d'abord, l'extension de la ligne C du tramway vers Villeneuve-d'Ornon, avec une mise en service en février 2019, et l'ouverture du plus grand parc relais de la métropole qui offrira 750 places. Les travaux de la ligne D progressent, vous le voyez dans Bordeaux ou également au Bouscat, et la ligne pourra donc être ouverte entre les Quinconces et la mairie du Bouscat à la fin de 2019. En 2020, on ira jusqu'à Ésine et Cantinon. L'enquête publique pour l'extension du tram vers l'aéroport a abouti à un avis positif de la commission d'enquête, si bien que la déclaration d'utilité publique est attendue pour février et que les premiers travaux pourraient intervenir au printemps. Sur la rive droite, nous avons beaucoup discuté avec mes collègues maires. Je vous rappelle que je suis aussi un maire de la rive droite. Bordeaux est aussi sur la rive droite. De l'activation de la ligne Bassins-Campus, que nous allons commencer à réaliser par tronçons successifs avant de la compléter progressivement d'ici 2020. De nouvelles concertations seront lancées en février et mars. La concertation pour le prolongement de la ligne B du tramway jusqu'à Gradignan et la création d'une nouvelle ligne de transport en commun en site propre, tramway au BHNS, entre le CHU de Pellegrin, le quartier de Thouars à Talence, monsieur le maire de Talence, et celui de Malartic à Gradignan. Enfin, d'autres études seront poursuivies après que nous aurons révisé le SDODM, je pense notamment à Parampuire ou à Saint-Médard-en-Jalles. Je voudrais souligner le succès de notre réseau TBM. J'entends parfois dire que le tramway s'est dépassé ou que le réseau est saturé. S'il n'y avait pas de TBM,
la ville serait évidemment totalement paralysée et ce réseau continue à se développer. Il nous a valu, de la part du magazine Ville, Rail et Transport, que vous lisez, j'en suis sûr, toutes les semaines, donc un passe d'or pour la forte croissance de fréquentation du réseau TBM depuis 3 ans, plus 30% de fréquentation, c'est donc tout à fait remarquable. Ça nous pose des problèmes, évidemment, de saturation, et c'est la raison pour laquelle, et Christophe Duprat pourrait développer ce point, la métropole a acquis 15 nouvelles rames, c'est un investissement de 45 millions d'euros qui vont être mises progressivement en service d'ici la mi-2019 et vont donc améliorer la circulation sur le réseau. J'hésite à vous parler de ce serpent de mer que constitue la nouvelle billettique. Je le fais néanmoins puisque j'ai reçu le 21 décembre une lettre de M. Pommelet, directeur général opérations et performances de Thales, que nous connaissons bien, puisqu'il a été en fonction ici à Bordeaux longtemps. Je vous cite un paragraphe de cette lettre. S'agissant de la livraison du système, afin de garantir sa mise en exploitation conformément aux exigences de Bordeaux Métropole, Thales a décidé de décaler la livraison du système à début juin 2019. Sans commentaire. Au titre des mobilités, j'évoquerai d'un mot le plan vélo, qui se déroule très bien, avec les succès que l'on connaît. Nous allons réactiver le code de la rue, car nous avons un vrai problème de cohabitation entre les différents modes de déplacement. Et puis un premier plan piéton, j'y tiens beaucoup, on a bien un peu de temps à l'élaborer parce que nos services sont souvent saturés par une charge de travail considérable. Donc un premier plan piéton sera proposé au printemps au vote de la métropole. S'agissant toujours de la mobilité, je vous confirme que le nouveau marché, le nouvel appel d'offres plus exactement pour l'achèvement de la construction du pont Sumerveille sera lancé dans les prochaines semaines. Enfin, je souhaite, avec le président de la région, pouvoir rencontrer le président de la SNCF pour lui demander d'activer le plan que nous avons adopté à la métropole comme à la région afin de développer un réseau ferroviaire métropolitain, un métropolitrain efficace, enfin efficace. Nous avons fait des propositions concrètes de réouverture de gares, d'augmentation de la fréquence de certaines dessertes ou de diamétralisation de certaines lignes pour qu'il n'y ait plus de rupture de charge systématique à la gare Saint-Jean, et également la création d'une première ligne de car express entre Créon et Bordeaux. Au titre de la transition énergétique, 2 informations. Un nouveau parc photovoltaïque sera construit sur l'ancienne décharge de la Barbe. Il sera 5 fois plus grand que celui qui a été construit il y a quelques années sur le parking du parc des expositions. Quant à la rénovation énergétique des bâtiments, qui est une priorité absolue en termes de développement durable, j'espère qu'elle va connaître une forte progression grâce à la mise en place de notre plateforme Marénov et surtout de la montée en puissance de la société de tiers financement Bordeaux Métropole Énergie, qui, vous le savez, pourra faire l'avance des travaux de rénovation thermique au plus grand bénéfice des résidents, puisque cela aboutit à une baisse très significative, la plupart du temps, de la facture de gaz, de fioul ou d'électricité. Les espaces verts continueront à s'étendre en 2019 avec la fin de l'aménagement de la séquence Kéris du parc aux Angéliques, le lancement de la première tranche de rénovation des espaces verts du Grand Parc, qui sont importants, l'achèvement de la rénovation du parc Pinson à la Benauge, la fin de l'aménagement de la place André-Meunier, attendue pour juin 2019, et sur Bordeaux-Atlantique, l'aménagement du jardin de l'Ars sur plusieurs hectares. Dans le domaine de la culture, 2019 sera une année particulièrement dense, active, riche. Je voudrais, en revenant d'un mot sur 2018, vous signaler que depuis sa réouverture, la salle des fêtes du Grand Parc a accueilli 47 manifestations. Et on arrivera en juin 2019 à 130 événements. Mme Cazalet est très contente. L'année 2019 sera marquée bien sûr par la saison Liberté Bordeaux 2019 que j'ai présentée récemment dans une conférence de presse spécifique. Je n'y reviendrai donc pas en détail. De nouveaux équipements vont être livrés. Le Muséum d'histoire naturelle, enfin, inauguré le 30 mars, sauf nouvelle tempête de grêle, soyons prudents. Ça sera un magnifique lieu sur le parcours culturel offert aux Bordelais, aux métropolitains, à tous nos visiteurs. Les salles 20e et 21e du musée d'un siècle
du musée d'Aquitaine seront également ouvertes en mars. La bibliothèque de Codéran ouvrira en juin et Paula, enfin stabilisée rive droite aux entrepôts Pargade, dévoilera progressivement ses activités culturelles. Nous allons lancer un nouveau cycle d'investissement culturel avec, vous le savez, le projet du musée des arts décoratifs et du design qui consiste à rénover le bâtiment qui se trouve derrière l'hôtel de la Lande avec l'ancienne prison. Et le projet est en phase d'élaboration, mais avance, comme avance le transfert de l'école du cirque aux Aubiers ou la poursuite des études sur la rénovation de la Rock School Barbet. Enfin, beaucoup de partenariats culturels vont se développer en 2019 avec le musée du Louvre, qui est très ouvert à nous transférer une partie de ses collections pour de belles expositions, mais aussi avec le Centre international de la bande dessinée d'Angoulême et d'autres institutions nationales. Dans le domaine culturel, j'évoque d'un mot la carte jeune. 11 communes sont venues s'associer à Bordeaux pour diffuser cette carte qui permet aux jeunes de moins de 25 ans, on m'a dit dans ma fiche de 0 à 25 ans, je ne sais pas ce qui se passe entre 0 et 3 ans, mais enfin, des moins de 25 ans, avec un accès favorisé au cinéma, au stade, au théâtre, au musée, au festival. Équipement de proximité, vous savez l'importance que nous y attachons, notamment les groupes scolaires, avec une programmation extrêmement ambitieuse qui commencera par la livraison de la nouvelle école de 14 classes dans le quartier de Bordeaux-Sud, Saint-Jean-Belsier. Plus d'une centaine de places supplémentaires seront également créées dans les crèches. Et s'agissant des sports, début des travaux de la réhabilitation de la piscine Galin, qui a fait l'objet d'une concertation très ouverte et très fructueuse avec les usagers et les riverains. Début des travaux de la construction du gymnase et du dojo des bassins à flot. Travaux de réhabilitation du gymnase promis et livraison des jardins sportifs Suzanne Langlin à la Bastide. Le sport, ce sera aussi l'accueil des quarts de finale du top 14. Où est Ariel? C'est quand ça? C'est au printemps? Oui, voilà. Juin. Voilà quelques-uns des faits marquants de cette année 2019. J'ai fait un tri. La liste n'est pas exhaustive. Je n'ai pas parlé de pauvreté, mais ça s'améliore, dans le centre-ville notamment, malgré les circonstances actuelles. Sur le stationnement, j'avais confié à Jean-Louis David une mission de concertation qu'il a menée à bien avec un collectif d'associations. Les propositions sont sur la table. Je vais tenir dans les quelques jours qui viennent une réunion de travail là-dessus pour trancher définitivement et apporter quelques améliorations au dispositif actuel qui ne fonctionne pas si mal. Deux mots sur deux autres initiatives déjà lancées ou à venir. D'abord, le budget participatif. J'ai eu l'occasion d'en parler lors du débat budgétaire. Nous allons donc permettre aux habitants de Bordeaux, sans condition d'âge ni de nationalité, de proposer au service de la ville des projets d'équipement de leur quartier, d'équipement, je dis bien, et avec une connotation développement durable, ville verte, ça peut être l'aménagement d'une petite place, la plantation d'un arbre, la réalisation d'un jardin de proximité, etc. Ces projets seront ensuite chiffrés et validés techniquement, puis soumis à l'ensemble des participants dans un forum qui se tiendra en avril au Hangar 14, et enfin, un vote aura lieu, chacun pourra choisir ses 3 projets préférés. Cette votation donc permettra de choisir ainsi la réalisation de ces équipements qui devront être menés à bien dans les 2 ans qui suivent. Nous avons dégagé pour cela un budget de 2,5 millions. Pourquoi 2,5 millions? C'est 2 fois la moyenne par habitant des crédits qui ont été mis en place par la petite centaine de communes qui ont déjà un budget participatif. C'est en général 5 € en moyenne. Nous avons mis 10. Nous ne sommes pas Paris. Paris est une ville et un département à la fois. Ils font plus, mais je pense que c'est déjà un très bon début. L'enjeu de ce budget participatif, et c'est quelque chose qui est intéressant dans le contexte actuel, c'est de savoir si on participera. Parce que tout le monde a à la bouche participation, participation, démocratie participative. Dans les communes qui ont créé des budgets participatifs, le taux de votation, vote organisé sur les budgets participatifs a été de 4%. La ville de Grenoble, dont nous avons fait venir l'adjoint, cette ville est particulièrement engagée dans ce processus, a fait un énorme travail depuis 4 ans de communication et de sensibilisation de la population, et ils ont obtenu un résultat formidable, 8%. J'espère qu'à Bordeaux, on fera encore mieux, mais participons, participez. Participons et participez aussi au processus Bordeaux Métropole 2050, qui se déroule
dans de bonnes conditions. J'ai déjà eu l'occasion de faire le poids là-dessus. On peut considérer aujourd'hui qu'à peu près 30 000 Bordelaises, Bordelais au sens large métropolitain se sont exprimés dans ce processus, dans les enquêtes qui ont été faites, les questionnaires qui ont été distribués, le camion du futur qui s'est rendu dans les communes, les concertations organisées et le Serious Game qui a laissé parfois certains perplexes. C'est vrai que c'est un jeu, que quand on clique sur certaines pépites, on peut être décontenancé. Je ne suis pas sûr que l'installation d'une piscine au cœur du palais Gallien soit une priorité absolue. Enfin, il faut faire rêver parfois. Il faut attirer des publics qui ne viennent pas normalement dans ce genre de participation. Et je crois que ça a été réussi, puisque plus de 10 000 Bordelais ont déjà joué. Je répète que quand je dis Bordelais, Bordelais, Bordelaises et métropolitains, bien entendu. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je voulais vous dire sur Bordeaux et notre métropole. Vous me permettrez, si vous avez encore un peu de patience, de formuler quelques vœux pour la France, cette terre que nous aimons tant les uns et les autres et qui est aujourd'hui si profondément blessée. Je formerai d'abord un vœu de liberté. C'est le premier mot de la devise républicaine, liberté. Nous chantons la liberté dans notre hymne national, liberté, liberté chérie. Et sans dramatiser, je me demande si aujourd'hui cette liberté n'est pas menacée par toutes sortes de forces contraires et d'oppressions diverses. Les libertés politiques d'abord. Les libertés politiques pour lesquelles nous nous sommes si chèrement battus au fil des siècles et dont le socle est la démocratie représentative, critiquée mais incontournable. Le pire des systèmes à l'exclusion de tous les autres, comme l'a dit un personnage célèbre. Elle est certes imparfaite, il faut certes la régénérer, j'ai parlé de démocratie participative tout à l'heure, mais elle est incontournable. Et elle repose sur l'équilibre des pouvoirs. J'ai entendu récemment, dans un débat sur une de ces merveilleuses chaînes d'information en continu, au cours duquel un intervenant tenait le propos suivant. La démocratie à la Montesquieu, qui repose sur la séparation des pouvoirs, exécutif, législatif, judiciaire, c'est fini. Maintenant, il faut passer à la souveraineté populaire façon Rousseau, sans checks and balances, sans contrepoids. Moi, je traduis ça comme ça. On passe de la liberté à l'oppression et au totalitarisme. Ceci est en cause aujourd'hui face au poujadisme et au populisme de toutes sortes. Les libertés individuelles aussi, qui sont menacées par un autre processus, celui-là qui est l'étau dans lequel nous enserrent les réseaux sociaux, avec la diffusion de fadaises invraisemblables, de mensonges grossiers, de complotisme absurde. Et là, la réponse, elle est simple. C'est l'éducation, elle est simple à formuler, très difficile à mettre en œuvre. C'est l'éducation, je le disais hier aux directrices et aux directeurs des écoles de Bordeaux que je réunissais comme chaque année ici à la mairie. L'une des missions essentielles de l'éducation, c'est d'aider nos jeunes à former leur libre arbitre, leur jugement critique, la capacité de distinguer le vrai du faux et d'être des êtres libres et responsables. Vœu de justice ensuite. Indépendance de la justice, je viens d'en parler, mais quand je parle de justice, je veux aussi parler de justice dans notre société. Elle est déstabilisée par une aggravation au fil des décennies des inégalités, ce que Jacques Chirac avait appelé la fracture sociale que nous ne sommes pas arrivés au fil du temps à réduire. Il faut donc nous engager plus vigoureusement, non pas dans un combat pour l'égalitarisme, qui est la pente assurée du déclin, et pour l'égalité des chances, l'école a là tout son rôle à jouer, pour l'égalité entre les femmes et les hommes, qui est pour moi un combat essentiel, pour la réduction des écarts excessifs de revenus. Je dirais à ce propos que lorsqu'on affiche des montants de salaire brut, on est à côté de la plaque. Ce qui compte, c'est ce que touche l'intéressé après impôt. Et en France, nous avons un système de redistribution extrêmement puissant. J'ai noté ces chiffres dans une étude récente de l'Observatoire des inégalités. Avant impôt, en France, l'écart entre les 10% les plus riches et les 10% les plus pauvres est de 21, ce qui est considérable. Après impôt, un peu moins de 7. Vous voyez l'effort redistributeur massif de la fiscalité. Il faut donc en tenir compte. Cela dit, il y a encore des écarts injustifiables. Lutte aussi contre les discriminations. Et je voudrais saluer à ce propos l'action de la métropole, sous l'impulsion de notre collègue Aigron, ou de la ville, sous l'impulsion de Barik Fétou, et d'autres communes qui s'y associent
au travail de lutte contre les discriminations, pour la diversité et pour l'égalité. Et puis, troisième vœu, enfin, la paix. La paix qui, elle aussi, est menacée. On me dit parfois, quand vous allez devant des jeunes dans les lycées, que vous leur dites « l'Europe, c'est la paix », vous êtes une vieille baderne. Bien sûr que c'est la paix, on le sait depuis 70 ans. Sauf qu'on est en guerre, en Europe, en Ukraine, hors d'Europe, au Proche-Orient, je ne vais pas faire la liste, en Afrique. Et que tous les organismes que nous avions mis en place après la Deuxième Guerre mondiale pour chercher des solutions pacifiques aux différends qui existent, on appelle ça le multilatéralisme, sont aujourd'hui malades. Qu'il s'agisse du Conseil de sécurité des Nations Unies, qu'il s'agisse de l'Organisation mondiale du commerce ou qu'il s'agisse de la justice pénale internationale. Moi, je souhaite de tout cœur que la France continue à mener ce combat pour le multilatéralisme, pour la paix, pour le dialogue, pour le respect mutuel, de façon à être porteuse, j'ai dit un jour fauteur de paix, plutôt que fauteur de guerre, porteuse d'un humanisme rénové au XXIe siècle. Et vous me permettrez de vous infliger 3 citations pour terminer. L'une d'Edgar Morin, qui s'intéresse beaucoup à Bordeaux, vous le savez, notamment à la rive droite. Il écrit « Le seul véritable antidote à la tentation barbare », j'aime bien ce mot de barbare, parce que c'est bien la barbarie qui nous menace, qu'elle soit individuelle et collective, a pour nom humanisme. Ce principe fondamental doit être enraciné en soi, chevillé au fond de soi, car grâce à lui, on reconnaît la qualité humaine chez autrui, quel qu'il soit, on reconnaît tout autre comme être humain. Montaigne a dit la même chose de façon plus brève, chaque homme porte en lui la forme entière de l'humaine condition, et vous savez combien j'aime cette phrase de Montesquieu, pour faire de grandes choses, il ne faut pas être un si grand génie, il ne faut pas être au-dessus des autres, il faut être avec eux. Eh bien, si tous ces vœux se réalisent, nous aurons une excellente année 2019. Merci de votre attention.